Écoute, bonjour à tout le monde. On est vraiment ravis en fait de vous retrouver pour cette première séance de notre série de webinaires qu'on a choisi avec l'équipe de nommer ce webinaire sur le thème de Et pourquoi pas moi? Euh, Avant de commencer, je pense que je vais me présenter brièvement, surtout pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nadia Ramanantsoa. Je suis mariée, j'ai deux garçons de 20 et 15 ans que sûrement certains d'entre vous connaissent parce qu'ils participent à des actions de bénévolat avec Voir Ensemble. Je suis accompagnée par Urka, ma chienne guide. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? C'est que je suis assez engagée. Enfin, je vis en fait avec ma rétinite pigmentaire depuis à peu près 11 ans maintenant. Et vraiment, avec le temps, je peux dire qu'on a appris à travailler ensemble, on a appris à avancer ensemble. Et que vraiment, je pense, j'ai le sentiment en tout cas que je forme une vraie équipe avec ma rétinite pigmentaire qui est à la fois ma singularité, mais aussi ma force et c'est mon allié parce qu'au fait, depuis que je l'ai vraiment accepté, cette rétinite pigmentaire, cette déficience visuelle qui est la mienne, et ben, elle m'ouvre vraiment des portes là où vraiment je n'aurais jamais imaginé qu'elle m'emmènera. Et donc, j'ai vécu une bonne partie de ma carrière dans le secteur des télécommunications et dans la banque en tant que consultante en organisation et en stratégie. Et puis, ça fait maintenant 5 ans que j'ai quitté le monde du salariat et depuis, je suis assez investie dans la cause de l'handicap et en particulier de l'handicap visuel. Je m'investis dans différentes initiatives et notamment depuis cette année, je me lance en tant que conférencière d'impact où je propose en fait des conférences vivantes euh, pour parler du champ des possibles avec le handicap visuel. Et en même temps, j'associe ça à ma passion pour le café, parce que je suis une vraie fan du café et de tout ce qui va avec. Et donc, avec des techniques qu'on appelle de la art, je crée des dessins sur le café. Et là, en fait, c'est la petite parenthèse, pourquoi j'insiste dessus, c'est que euh, j'ai dû aller développer ces compétences à des milliers de kilomètres d'ici, parce qu'en France, j'ai fait le tour de tous les centres de formation, même ceux qui se sont dit être ouverts à l'inclusion et à l'handicap, mais personne ne s'est senti capable de s'engager à mes côtés sur ce projet. Euh, alors, pourquoi je parle de ça? C'est que justement, en fait, je trouve que pour nous, déficients visuels, en particulier en France, mais pas que, parce que dans d'autres pays, c'est la même chose, lorsqu'on parle de l'emploi des personnes en situation de handicap, souvent, on nous oriente toujours vers les mêmes métiers, un peu finalement comme si on n'avait pas d'autres possibilités. Et c'est justement l'idée de ce webinaire où on s'est dit on a envie de bousculer ça et puis de proposer euh, euh, d'autres choses, des choses où vraiment on ne nous attend pas. Et moi, concrètement, par exemple, par rapport à ce métier, à ces compétences que je suis allée développer loin de la France, quand j'ai contacté de grosses associations en France, je ne vais pas les citer, vraiment, ils m'ont dit, mais non, mais vous rêvez, ce n'est pas pour nous. Enfin, un DV ne peut pas travailler le café, ne peut pas faire ce genre d'activité parce que c'est très visuel et c'est justement là, en fait, que moi, dans ces conférences, ce qui m'importe, c'est en fait de changer le regard et de se dire, en fait, il n'est plus question de handicap, mais plutôt une démonstration de ce qui devient possible lorsqu'on est bien accompagné, lorsque déjà on croit en nous et on a cette passion, en fait, ce goût de faire cette chose et qu'on n'a pas choisi, enfin, on ne suit pas un chemin qui a été tracé par d'autres, mais celui que nous avons tracé. Euh,
Et donc, dans ce premier webinaire, on va vous parler d'accessibilité numérique. Pour la petite parenthèse, pourquoi l'accessibilité numérique? Alors, personnellement, je ne suis pas une experte de l'accessibilité numérique, même si par le passé, j'ai travaillé sur des missions en lien avec l'accessibilité numérique. Ça ne fait pas de moi une experte. Mais lorsque je me suis retrouvée sur le marché des recherches des demandeurs d'emploi, eh bien, j'ai creusé. J'ai creusé surtout là où je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, Tout ce qu'on me proposait, ben, ça ne me correspondait pas. Je ne me voyais pas du tout reprendre de longues études, surtout à l'âge où j'avais. Donc, j'étais largement passé la quarantaine, donc je ne me voyais pas du tout refaire de longues études. Et donc, je suis allée chercher, et l'accessibilité numérique faisait vraiment des domaines où vraiment, je me suis dit, franchement, c'est un domaine où nous pouvons vraiment trouver notre voie. Nous, quand je dis nous, c'est nous déficients visuels. Alors, pour vraiment qu'on soit... alors, je vais faire une petite pause ici. Alors, euh, je vous propose en fait de rendre cette discussion autour d'aujourd'hui dynamique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. De compréhension, ou vous avez envie qu'on s'attarde un peu sur quelque chose, n'hésitez pas. C'est mieux de le faire en live, comme ça on n'oublie pas, et puis puisque les réflexions des uns peuvent nourrir les autres. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je dis quand on parle d'accessibilité numérique, en fait, chacun de nous ici le vit au quotidien, sans vraiment imaginer en fait que ça peut être une opportunité d'emploi pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est rendre les sites web, les applications, les documents, euh, tous les services en ligne euh, utilisables pour tout le monde, quelle que soit la singularité, que ce soit un handicap auditif, visuel ou même moteur. Eh bien, l'accessibilité numérique doit permettre à tout public d'utiliser les outils qui lui sont présentés en ligne. Donc concrètement, pour nous DV, ça peut être je vais faire un achat d'un article sur Cdiscount, je dois être en mesure de le faire. Je dois être en mesure d'aller consulter mes comptes bancaires. Je dois être capable seul d'aller acheter un ticket sur SNCF Connect, ou même d'aller faire une démarche sur n'importe quel site des institutions publiques comme, allez, on va dire, on va prendre l'exemple d'Amélie, je vais faire une démarche de demande de renouvellement de ma carte vitale, eh bien, je dois être en mesure de le faire. Et la réalité du paysage en France, c'est que nous sommes très, très loin du compte, malgré le fait que depuis juin 2025, l'accessibilité numérique n'est plus une option pour les entreprises et pour les institutions. C'est devenu une obligation légale. Et d'ailleurs, sûrement certains d'entre vous en ont entendu parler, il y a eu, et c'est une vraie première en France, de grandes enseignes comme Carrefour, Auchan, et je pense qu'il y avait aussi Leclerc ou Picard, qui sont assignés en justice pour le non-respect de leurs obligations par rapport à l'accessibilité numérique. Et donc ça change parce que du coup, ça laisse un gros chantier un grand retard qu'il faut combler en France. Et donc, c'est là en fait qu'on intervient. Et dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je disais en fait que l'accessibilité numérique est vraiment, c'est une vraie opportunité pour nous DV parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin euh, de, de s'imaginer en tant que non-voyant ou malvoyant. On l'est, c'est notre quotidien. Et donc, les outils qui permettent de vérifier l'accessibilité, c'est nos outils comme VoiceOver, Talkback, NVDA, JAWS, ou même la plage Braille. Eh bien, nous maîtrisons ces outils-là, tandis que monsieur et madame tout le monde, qui a tout son potentiel visuel, eh bien, lui va devoir s'imaginer mal voir ou pas voir pour se mettre à notre place. Donc, nous, pleinement, on n'a pas besoin de jouer. On est en plein dedans. Donc, on a vraiment, à mon sens,
une vraie légitimité pour exercer n'importe quel métier dans l'accessibilité numérique. Et je dis bien n'importe quel métier parce qu'il y a de nombreux métiers dans l'accessibilité numérique. Mais là, aujourd'hui, on va vous présenter le métier d'analyste expert en accessibilité numérique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il va d'abord tester les sites et les applications, les outils, les formulaires, enfin tout ce qui est proposé au public, il va les tester. Déjà, en termes d'usage, est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il parvient à faire ce qu'il est censé faire? Dans l'exemple de tout à l'heure de la SNCF, c'est est-ce qu'il est capable d'acheter son billet? Et puis, lorsqu'il rencontre des blocages ou des erreurs, eh bien, il doit comprendre, en fait. Il va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est bloqué. Et ensuite, donc, il fait son analyse. Et ensuite, de ce constat-là, il va partager ce constat aux développeurs, aux personnes qui sont en charge de faire évoluer ces sites, ces applications, ces documents, tous ces supports pour améliorer l'accessibilité et donc être aux normes par rapport à ce qui est attendu au niveau de la réglementation, au niveau des normes. Et donc, l'analyste n'est pas juste un testeur, quoique c'est une phase très importante pour lui, mais il va aussi apporter une valeur ajoutée de son vécu. Donc, il va faire le lien avec ce que vit réellement l'utilisateur et ce que les normes attendent pour être vraiment en conformité et cocher vraiment la case top, ce site est pleinement accessible et il répond à tous les critères. Et en même temps, donc, il est le lien avec ceux qui vont les faire évoluer. Et la bonne nouvelle, en fait, vous allez me demander, mais en fait, comment devenir analyste expert en accessibilité numérique? La bonne nouvelle, c'est que c'est un métier très accessible dans ce sens où il n'est pas réservé seulement à une certaine élite. En fait, les compétences s'apprennent et la chance qu'il y a, c'est que ça s'apprend le plus souvent à travers des formations plutôt courtes qui varient de quelques jours à plusieurs semaines, mais c'est des formations courtes et surtout, c'est la crédibilité de la personne qui veut devenir analyste se repose sur la pratique et la pratique, c'est-à-dire tester. Donc, il va tester des sites en permanence. Et c'est plus il va tester de sites, plus vous allez tester de sites, plus vous allez comprendre les normes, plus vous allez comprendre la transposition et le vécu de l'utilisateur, et plus vous allez être crédible. Et donc, pour commencer, en tout cas en France, il n'y a pas de parcours construit clé en main où un déficient visuel, s'il veut devenir analyste, expert en accessibilité numérique, il suit une formation et ça y est, il l'est. Et donc, Alors, il y a Alan qui a une question. Alors, je vais lui activer son micro, ok? super. Alors, je ne sais pas si Alan parle, mais moi, j'entends rien. Non, ça marche. Alors, je lui ai fait une demande de réactiver le son, mais j'arrive pas à enlever son micro. Pourquoi je peux pas lui enlever son... Ouais, je pense que je peux pas démuter, Allô? je peux communiquer. Ah, Oui, mais c'est bon, on t'entend, Alan. Oui. Alors, donc du coup, j'avais deux questions. mhm. Donc la première question, c'est est-ce qu'il faut une classification ou un diplôme pour pouvoir accéder à cette formation? Et ma deuxième question, c'est savoir par rapport au coût de la formation, combien est-ce que ça coûte, combien de temps ça dure. Enfin, je sais que ça. Très bien. Et bien justement, c'est ce que j'allais présenter tout à l'heure, mais c'est parfait. Tu as posé les questions justement qui intéressent. Déjà, la première question, est-ce qu'il me faut si je la reformule, est-ce que ta question c'est est-ce qu'il faut des prérequis pour intégrer les formations et exercer ce métier?
C'est ça ta question? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Est-ce que... Alors, déjà, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas poursuivi ses études, qui n'a même pas eu son bac, peut entrer dans ces formations. C'est des formations, c'est plutôt des certifications, si tu veux, qui sont fournies. Et c'est pour ça que je disais, en fait, la crédibilité de la personne repose surtout sur la pratique. Et donc, quand je dis la pratique, tu sais, par exemple, dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont très avancés par rapport à nous, par rapport à l'accessibilité numérique, euh, eux, avant qu'ils aient un parcours défini, et là je vais en parler tout à l'heure de ce parcours de formation défini, eh bien, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé seuls plusieurs sites internet de grosses structures. Ensuite, ils ont fait leur constat et ils ont contacté les entreprises en disant, voilà, par rapport à la réglementation, voilà ce qui se passe, vous n'êtes pas aux normes par rapport à ça, là, ça ne marche pas. Pour nous, déficients visuels, je ne peux pas faire ci. Donc, tu vois, là, déjà, dans le langage, il n'y a pas de langage technique, c'est vraiment du pratico-pratique, c'est du concret. Tu vois, D'accord. tu parles vraiment, il n'y a pas de notion de technicité, mais c'est vraiment le vécu de l'utilisateur qui est mis en avant. Et ensuite, il y a un parallèle avec les normes. Par contre, c'est vrai, il faut connaître les normes. Et c'est là qu'il y a des formations. Donc, pour terminer juste l'histoire de ces DV aux États-Unis, eh bien, c'est comme ça qu'ils ont créé leur propre emploi et sont entrés dans ces entreprises. Donc au début, ils ont été nombreux à fonctionner comme ça et ils sont toujours en poste pour certains. Et d'autres, ils ont justement lancé des centres de formation pour accompagner les DV. Les certifications, elles sont assez courtes. Donc euh, la première phase, comme en France, nous n'avons pas de parcours défini pour DV, la première phase, c'est vraiment de monter en compétence dans la phase de test. Et quand je te dis la phase de test, c'est l'exemple vraiment de SNCF Connect. Voilà. Moi, il y a 15 jours, j'ai dû acheter des billets pour moi et deux copines, une copine et un guide. Et avec la carte d'invalidité, avec besoin d'accompagnement de l'une d'entre elles, donc qui fait que le guide ne paie pas. Et bien, sur SNCF Connect, j'ai utilisé le site normalement et j'étais incapable d'acheter un billet en une seule étape, d'acheter les 3 billets. Il a fallu d'abord que je réserve les 2 billets donc de mon ami qui a la carte et de son guide et de la troisième personne sur une autre réservation. Et bien là, purement, tu n'as rien fait de technique, c'est que tu es allé en logique pour l'utilisation du site, du site de SNCF Connect. Et là, concrètement, eh bien, un manque d'accessibilité parce que ça oblige la personne à aller faire plusieurs manipulations, sans compter que s'il y a une connexion, si je dois prendre un Wigo et que derrière j'ai une connexion TER, eh bien, je ne peux pas commander l'accompagnement, le guide gratuitement en une seule étape. Et donc, il faut encore que je fasse un autre achat sur le site de Wigo pour le faire. Donc là, clairement, il y a quelque chose à améliorer. Donc, c'est ça ce qu'ils font. Et ensuite, dans l'exemple de ces utilisateurs américains, bah, je vais contacter SNCF Connect pour leur dire, la SNCF leur dire, écoutez, votre site n'est pas du tout conforme, voilà ce qu'il y a, et pourtant, voilà ce que vous êtes censé faire selon les normes en France. Et c'est comme ça que chacun a créé son poste. Et tu vois, jusque-là, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de Ok. certification. Par contre, il y a une certification courte, par exemple, qui est proposée par une filiale d'Orange, qui s'appelle Temesis, donc ce qui dure 2 jours. Et cette certification, c'est apprendre à tester l'accessibilité d'un site web ou mobile. Donc, ça va durer 2 jours et c'est aussi très pratique. Donc, c'est comment est-ce que tu rentres dans la rigueur pour faire tes tests, comment est-ce que tu peux formaliser tes anomalies. Parce que oui, il faut savoir faire des tests, détecter les erreurs, détecter. Il n'y a pas que des erreurs. Dans l'exemple de SNCF Collect, c'est devenu très complexe. Que moi, franchement, j'étais partie pour aller en guichet pour qu'il fasse la réservation pour moi. Sauf qu'il y a du Wigo. Donc, le Wigo, je ne peux pas le commander en guichet. Donc là, tu Ah bah vois oui. que l'expérience de l'utilisateur, elle est complètement interrompue. Donc, on ne peut pas. Donc, il faut trouver des solutions. Et ça, c'est pas normal. Donc, quand on parle d'accessibilité numérique, c'est être capable de réaliser l'action pour laquelle, donc dans l'exemple de la SNCF, acheter mes billets sans avoir à
sans être bloqué d'abord, et ensuite sans avoir à surcompenser ou sans avoir à chercher des solutions de contournement, à appeler le call center ou aller en guichet et tout ça. C'est ça l'accessibilité numérique. Et donc, si on ne répond pas à tous ces critères pour arriver de A jusqu'à Z, à réaliser ce que je fais, eh bien, le site n'est pas complètement conforme par rapport à l'accessibilité numérique. Jusque-là, je vous ai juste parlé du test. Donc, c'est optionnel. On peut faire cette formation de 2 jours qui coûte dans les 1 000 euros, entre 1 000 et 1 200 euros. Donc, toutes les formations que je vais vous citer peuvent être financées par des structures comme France Travail et possiblement aussi via des associations, mais pour le coup, il faut passer par des travailleurs sociaux ou des assistantes sociales pour trouver les financements, mais c'est possible également. Donc, la première phase, la plus importante d'abord, avant de passer au test, c'est de vraiment maîtriser les outils de compensation. Donc, on a cité tout à l'heure NVDA, JAWS, VoiceOver, Tollback. On n'est pas obligé de savoir tous l'utiliser, mais en tout cas, celui que tu utilises. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un utilisateur qui est tout le temps sur le mobile. Donc, il va utiliser VoiceOver. Il doit être, mais il avoir une véritable maîtrise de l'utilisation de VoiceOver. Donc, si tu rajoutes ça à JAWS, par exemple, parce qu'il y a aussi la partie sur l'ordinateur qu'il faudra tester, eh bien, tu te rajoutes plus de chances d'être encore plus de crédibilité et plus d'expérience parce que tu as la possibilité de tester des sites mobiles et de tester des sites ou des produits sur PC. Donc, une fois que tu as maîtrisé tes outils, donc ça, il existe aussi des formations, mais je pense que pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait aussi de par eux-mêmes, par l'expérience. Mais dis-moi, il me semble justement que toi, tu connais un peu ce sujet. Je pense qu'il y a des formations, en tout cas, par exemple, l'UNADEV en propose. C'est ça aussi, je pense qu'ils en proposent. Donc, il y a Ah oui, en oui, plus des formations par rapport à l'informatique, c'est ça? par rapport à JAWS, NVDA, ZoomText, Ah oui, oui, ça existe. VoiceOver et tout ça. Ouais, bien sûr, ouais, ça existe, hein, aussi bien à l'UNADEV, comme tu dis, à CESIA, même chez Apple, ils en proposent aussi des petites formations. Bon, après, chez Apple, c'est différent, c'est le créneau que tu dois choisir, mais Mm. oui, il y en a un peu partout. Ouais. Et donc, ça, c'est le prérequis. Et ensuite, lorsque tu maîtrises ça, là, tu passes au test. Parce que tes tests, ils doivent se faire avec les outils que tu maîtrises. Donc, les outils qu'on vient de citer tout à l'heure par rapport à la compensation à notre handicap visuel. Alors, je focalise beaucoup sur l'handicap visuel parce que je disais tout à l'heure que l'accessibilité numérique ne s'adresse pas seulement à ouvrir l'utilisation des sites que aux déficients visuels, mais c'est parce que là où il y a le plus d'adaptation nécessaire, le plus de mise en conformité, le gros du travail, c'est beaucoup pour l'handicap visuel. Euh, euh, donc, une fois que tu as donc maîtrisé les outils, donc tu testes, et tu testes énormément. Je disais tout à l'heure, plus tu testes, plus tu es crédible et plus tu as de la performance. Tu es performant. Euh, Excuse-moi, Nadia. Du coup, ces tests s'appliquent aussi aux applications. Par exemple, application mobile SNCF Connect. Tout à fait, tout à fait. Ça s'applique. Alors, ces tests s'appliquent et au site internet sur PC, et aux applications mobiles, et aux documents, et à tout autre service qui sont disponibles en ligne. Alors, aujourd'hui, la réglementation oblige les entreprises, tout ce qui propose du e-commerce, du commerce en ligne, les services bancaires, tous les services bancaires, ainsi que tous les services de transport et les services de commerce, de communication électronique, ils ont obligation d'être aux normes aujourd'hui. Donc, ça laisse vraiment un grand chantier pour nous. Bon, s'il n'y a pas de questions, je poursuis. Euh, pour Euh, l'instant, non, je n'ai pas d'autres questions qui me viennent là tout de suite. Super. Et justement, si on veut prendre la main se faire la main sur les tests, il y a aussi des associations comme l'AVH et d'autres, mais il n'y a pas que l'AVH,
qui font appel à des bénévoles pour tester l'accessibilité de certains sites publics ou de grandes entreprises. Mais c'est du bénévolat. Donc, on peut commencer par ça pour se faire la main, et ensuite, toi, tu développes la compétence, sachant que il y a des offres d'emploi de testeurs. Ils appellent ça des testeurs. C'est en anglais, mais ils disent QA, c'est QA, c'est Question et réponse, je crois, un truc non, comme ça. non, c'est plus de la qualité. Ah oui. Plus de la qualité. La qualité et l'accessibilité. Et donc là, tu peux être payé pour ça. Aujourd'hui, il y a quelques offres là-dessus. Je t'avoue que je n'ai pas beaucoup creusé, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des offres dessus. Donc déjà, dans cette phase-là, tu peux déjà trouver une activité peut-être salariée ou même en freelance sur ce type de formation-là. Une fois que... Pardon? Il y a Anissa qui avait une question. Oui, Anissa? Oui, Nadia, donc moi par rapport à cette expérience, quoi, à cette pratique, à ces différents tests, comment est-ce que tu peux justifier ensuite auprès, mais je pense que tu y as répondu à moitié là, tu peux justifier sur ton CV que tu as justement fait ces différents tests. Alors, comme je disais, en fait, c'est la quantité et aussi la qualité des tests que tu fais qui va faire de toi le super testeur ou le super analyste en accessibilité numérique. Alors, tu ne peux pas mettre tout ça dans un CV. Par contre, tu peux dire que j'ai testé X site internet et qu'à côté, tu as une annexe. On appelle ça, c'est comme un portfolio où tu fais ta synthèse des sites web que tu as testés. D'accord. Ou des applications que tu as testées. Et c'est sur ça que base ta crédibilité, parce que tu vas les lister, mais aussi, si tu as envie en fait de montrer ta valeur ajoutée, tu as plutôt intérêt à donner ton constat. Pour montrer vraiment que c'est pas juste je me suis amusée tu vois, à cliquer ici par là, je suis allée vraiment analyser la chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a cette phase il y a la rigueur, parce qu'il faut être sûr d'avoir suivi le bon chemin du début jusqu'à la fin, mais que l'anomalie ne vient pas du fait qu'entre-temps, j'ai été déconcentrée et je suis allée là, tu vois, qui peut être aussi un problème, mais pas forcément. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que donc il y a la rigueur, mais il y a aussi la capacité de formaliser. Donc quand je te parle du portfolio, c'est d'être capable de décrire et de mettre en valeur le travail que tu as fait. Sans écrire tout un livre de recettes, mais tu vois, tu fais une synthèse qui met vraiment en avant ce que tu as réellement fait et ce que tu as constaté. Et ça fait, franchement, et c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il faut partout, hein, c'est pas seulement en France, il faut prouver ce que tu as fait pour montrer que tu as réellement. Et là, l'avantage ici, c'est que tu montes très vite en compétences. Tu vois, oui, les premiers, tu vas beaucoup réfléchir et tu vas faire le parallèle avec ce qui est attendu sur les normes, mais très vite, on ne se rend même pas compte, nous, aujourd'hui, en tant que DV, il y a plein de choses qu'on a remarquées qui ne fonctionnaient pas. Sauf qu'aujourd'hui, si tu rentres dans cette phase de professionnalisation, eh bien, tu vas conscientiser l'acte de test. L'acte d'utilisation, tu vas le conscientiser, et bien, tu vas pouvoir ensuite le formaliser. Et du coup, ce que tu conseilles, c'est plutôt de faire quand même les 2 jours de certification, parce qu'il faut quand même avoir des notions, les notions de réglementation, etc. Alors, oui et non. Parce que ces 2 jours de formation, c'est pas de la réglementation. C'est vraiment comment tu testes l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile ou d'un site mobile. Oui, idéalement, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas du tout une obligation. D'accord. Donc, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Donc, du coup, c'est plus factuel. C'est plus du factuel parce que en fait, tu vas pas tester dans l'esprit. Par exemple, si tu n'as pas du tout de notion de réglementation sur l'accessibilité numérique, toi, tu vas juste
tester en tant que utilisateur. Tu es d'accord? Tout à Sans fait. avoir de notion de réglementation au départ. Tout à fait. Tu as tout Et compris. ensuite, À ce tu vas stade, monter en compétence en te, justement, perfectionnement, c'est ça. éventuellement, dans tes connaissances, en ayant plus de connaissances sur la réglementation. Alors, C'est ça? à ce stade, tu peux t'arrêter à Mhm. l'expérience qu'utilisateur. Donc, c'est que vit l'utilisateur quand il va naviguer sur tel et tel document, sur tel et tel site web, sur telle et telle application. À ce stade, tu vis juste l'expérience client en termes de est-ce que j'ai réussi à faire ce que je suis censé faire sur ce site, sur cette application. À ce stade, d'accord? Maintenant, plus tu vas te perfectionner, plus tu vas te rapprocher vers le lien avec les normes. Et c'est là, en fait, que tu as besoin, une fois donc que tu as acquis suffisamment d'expérience pour faire de toi un très bon testeur, parce que c'est un prérequis pour être un bon analyste, d'accord? Eh bien là, tu vas te former à l'audit comment on dit ça en français? À l'audit de l'accessibilité numérique. Mhm. Et c'est Ok. une certification, enfin c'est une formation sur 5 jours. Il y en a plusieurs, mais par exemple celle qui est quand même assez reconnue, c'est celle d'Access 42, ça s'appelle, et c'est une formation sur 5 jours. Donc la première, les 2 jours dont je vous ai parlé, c'est une formation de 2 jours qui coûte à peu près 1 200 euros. Et celle où on va vraiment apprendre les normes et faire le lien entre ce que je vois dans la partie expérience utilisateur avec les normes, c'est en apprenant à auditer. Cette fois, tu vas auditer un site internet, une application ou un document et faire un parallèle de ce que tu vois. Par exemple, un bouton, si je dis le bouton démarrer là que je viens de cliquer sur Zoom pour entrer dans cette réunion-là, est-ce que mon lecteur d'écran l'a bien lu? Est-ce qu'il porte le bon libellé? Il aurait pu s'appeler, je ne sais pas, moi, autre chose, et que du coup, intuitivement, je n'aurais pas pensé que c'était démarré. Donc, est-ce que mon bouton, il a été bien libellé? Est-ce que j'ai bien le bon contraste pour ceux qui ont un restant visuel qui est mis en place? Est-ce que les images, j'ai un libellé qui me permet de comprendre ce que c'est? C'est tout ça à la fois et c'est ce que tu apprends dans la formation de 5 jours proposée par ACES 42. Et donc, là, jusque-là, c'est une formation. Et pour être analyste, tu as besoin donc de cette compétence de testeur que tu vas Excuse-moi, j'ai une ensuite question. enrichir. Oui. Je voulais savoir si c'était payable avec les comptes CPF, par exemple, compte personnel de formation. Enfin, tu vois, il y a de l'argent là-dessus, donc voilà. Tout à fait. C'est une très bonne question. Tu peux le faire seulement si. Alors, la formation dont j'ai parlé de 5 jours, c'est juste une formation. D'accord? Donc, c'est juste. Là, tu apprends vraiment le nécessaire pour savoir auditer une application, un site web. Jusque-là, tu peux te faire financer par France Travail ou d'autres associations. Maintenant, si tu veux mobiliser ton CPF, il faut absolument que tu passes sur la partie certification. Donc, à l'issue de ta formation de 5 jours, tu passes la certification qu'ils appellent RGAA, et c'est seulement dans ce cas-là que tu peux donc te faire financer ta formation et ta certification via le compte CPF. Ok. Donc, si tu fais juste la formation, tu ne peux pas le faire. D'accord? Et donc, l'analyste, lui, OK, ce serait l'idéal pour lui d'avoir son tampon certifié, et surtout en France, où on est très dans les diplômes et dans la preuve que tu as réellement suivi cette formation ou que tu as vraiment la compétence pour. Ça peut être vraiment un atout. Donc, je ne sais plus si je vous ai donné le coût. On est à peu près un peu moins de 3 000 euros pour les 5 jours. Donc, via France Travail pour un financement ou via le CPF si tu vas jusqu'à la certification. Donc, jusque-là, juste pour faire une synthèse, donc la première chose, c'est nos outils de compensation à l'handicap, donc les lecteurs d'écran, les plages braille et tout ce qui va avec. Il faut qu'on le maîtrise réellement. Et ensuite, on développe des compétences de testeur où on n'est pas obligé de suivre une formation, quoique ça peut être utile surtout pour ceux qui ont besoin de suivre un certain cadre en disant quelles sont les astuces pour mieux tester
une accessibilité. Quand on dit rigueur, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça peut être utile. Et la troisième étape, c'est de maîtriser les normes avec cette formation d'audit en accessibilité numérique et de passer la certification dans l'idéal. Parce que quand il y a des sites qui ne fonctionnent pas, du coup, vous faites le retour. Hein. Enfin, ceux qui font la formation, par exemple, ils font le retour en fait de ce qui ne va pas. Ou nous Alors, aussi, en tant qu'utilisateurs, beaucoup, on fait le retour de genre la case à cocher, le captcha. Il faut mettre des lettres, des machins. Enfin, le captcha, c'est inaccessible, quoi, en fait. Donc, ouais. alors, après, ils te disent de parler en anglais, mais ils te disent un mot en anglais avec 3000 mots au-dessus. C'est-à-dire, et parfois, il y a le chinois. captcha audio. Vous avez le captcha audio, et du coup, le captcha audio, en fait, il est, inaudible. Inaudible en anglais. Hein. Donc, Et, pourtant, je parle un peu anglais, mais c'est inaudible. Donc, voilà, on peut c'est tout ça. C'est tout Ouais. ça, en fait, que tu vas déjà. D'abord, je vous ai dit plus tôt, en fait, l'analyste, lui, il ne va pas juste faire que des tests. Il va être vraiment le lien entre le vécu de l'utilisateur, donc l'utilisation propre sur l'application, sur le site, sur le document, sur le service en ligne, et le lien avec les normes. Et ensuite, quand il aura fait son constat, quand il aura fait son analyse, il va fournir donc un document qui formalise ça et il va communiquer avec les développeurs, les personnes qui sont en charge de faire évoluer ces supports dont on vient de parler. Et donc, il va contribuer aussi de façon concrète à l'amélioration pour atteindre une accessibilité numérique. Donc, il va dire, par exemple, donc ce bouton, il serait plus explicite si on le nomme comme ça ou si il contient un libellé de la sorte, s'il est contrasté. Ça peut être, les informations doivent être organisées différemment, le parcours client, le parcours pour faire l'achat doit être moins complexe. En quelques clics, je dois être en mesure de le faire. En fait, jusqu'ici, vous voyez, il n'y a pas de langage technique. C'est vraiment du concret de la vie de tous les jours, en fait. C'est comment j'ai vécu ça. C'est comme si j'allais au marché, tu décris comment je fais pour aller chez Carrefour. J'ai pris le bus, j'ai fait ça, donc quand j'ai pris le bus, j'ai fait ci. C'est exactement la même chose. Et quand on met un commentaire, excusez-moi, dans l'application, un commentaire genre ça s'est mal passé, j'arrive pas à valider ça, enfin, dans l'application en elle-même, hein. Dans toutes les applis, tu peux mettre des commentaires quand tu la télécharges. Est-ce que ça... Parce que moi, je l'ai déjà fait et ça a fonctionné dans le sens où ils m'ont répondu et puis du coup, ils ont un peu remis leur truc à jour, quoi. Donc, je suis pas formatrice ni tout ça, mais voilà, on contribue à notre C'est vrai. hauteur, tu vois. Et en fait, on le fait au quotidien, en fait. Moi, voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais précédemment, nous avons toute la légitimité pour exercer un métier dedans. Parce que c'est notre quotidien. Par contre, la différence, c'est qu'on doit être en mesure de le formaliser et de faire un parallèle avec les normes. Et vraiment, les normes, si je prends l'exemple d'Anissa qui est à elle toute seule un disque dur, eh bien, on les apprend, elles sont figées, elles vont évoluer un peu dans le temps, mais on va les maîtriser très vite, en fait. Et donc, vraiment, nous avons toute notre place. Moi, je suis vraiment pleinement convaincue. Nous avons pleinement notre place là-dedans. Et le chemin pour y arriver est vraiment accessible. Déjà, financièrement, c'est pas de grosses. Oui, ça a un budget, mais on peut être financé. Et deuxièmement, c'est des formations courtes. Et donc, on peut très vite passer à l'action. Même tout de suite, hein, en tant que testeur, tu vas tout de suite tester tes applications, tes sites, ceux que tu veux. Alors, tu peux être stratégique en ciblant ceux dont je vous ai dit tout à l'heure, les banques, les e-commerce et tout le reste. Et ensuite, tu fais ton portfolio. Tu vas toquer dans les. Alors, ce qui est important de mentionner, je vous ai parlé tout à l'heure des associations qui font appel à des bénévoles, mais il y a aussi des entreprises adaptées qui sont spécialisés dans l'accessibilité numérique. Donc, ils ont des testeurs professionnels chez eux. Donc là, tu peux aussi aller postuler là-bas. Tu peux aussi aller postuler dans des cabinets de conseil qui proposent des interventions dans l'accessibilité numérique. Et donc,
Excusez-moi, par exemple, c'est par exemple Access Solutions, c'est par exemple par vous peut-être que vous êtes passé, parce que vous avez parlé d'Access 43, je sais plus le truc là. Non, bah, à ma connaissance, je ne sais pas si Access Solutions n'est pas qu'un équipementier. Je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas. Je ne sais Non, pas. non, ils font tout. En fait, bah, ils ont aussi la partie. Ils font équipement, bien sûr, mais en fait, tout est racheté par Cessia, donc ils font aussi la partie aussi test, hein. Ah, ils font aussi les tests? Oui, oui. D'accord. OK. Bah, par exemple, ça peut être ça. Donc, ça peut être ces entreprises ces structures. euh, euh, alors, on a dit tout à l'heure, il y a les cabinets de conseil, il y a les entreprises adaptées. Donc, Access Solutions, je les considère comme ça. Et tu as aussi les grandes enseignes qui doivent se mettre en conformité. Donc, le chemin, enfin, la chance et, on va dire, et la faiblesse et l'opportunité dans le domaine d'accessibilité numérique en France, c'est qu'il y a encore tout à construire parce qu'on est très en retard. Quand on dit en fait qu'il il y a à peu près à peine 6% des sites, des services fournis par les institutions publiques qui sont vraiment accessibles en ligne, et ben, il y a vraiment un boulevard en fait qui s'offre à nous. Donc aujourd'hui, et ça va aller très vite, on va devoir se professionnaliser et se structurer. Et c'est là qu'il faut qu'on soit prêt. Parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et déjà, ce n'est pas un métier qui va parler à tout le monde. Bon, il faut aimer passer du temps derrière son écran, derrière son téléphone. Il faut aimer, la rigueur, c'est peut-être pas le kiff de tout le monde. Pareil pour la formalisation. Mais ça peut parler à certains d'entre nous. Et donc, c'est là que je dis, on crée notre propre parcours avec. Alors, ça ne va pas s'arrêter là. Une fois qu'on a eu notre certification, donc on a vraiment la casquette normalement qui nous permet d'être un analyste. Mais on n'a pas développé cette compétence d'analyste. Et c'est là que ce serait intéressant de faire des stages en entreprise pour pratiquer justement et pour montrer. Donc c'est en même temps un pied dans le monde de l'entreprise pour vendre, entre guillemets, si je peux dire, nos compétences et cette certification-là. Et moi, j'ai envie de dire que c'est là, en fait, que des institutions comme France Travail, Cap Emploi ou la mission locale entrent en jeu, parce que eux, non seulement ils peuvent aider au financement des, des formations, mais aussi ils peuvent aider aussi à l'achat des équipements et des logiciels qui nous permettent de suivre la formation. Donc, si par exemple j'ai besoin de Zoom Text ou j'en sais rien pour suivre ma formation, eh bien, ils peuvent financer ça. Ce qui fait que déjà, toi, chez toi, tu as déjà cet outil pour pouvoir continuer à faire tes tests après la formation. Mais en plus, ils peuvent aussi aider à trouver des partenaires pour les stages par l'intermédiaire de stages d'immersion avant les formations pour déjà se faire une idée, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire, ou après la formation et les certifications. Il y a récemment, je ne sais plus si ce n'était pas l'année dernière, enfin en tout cas c'est assez jeune, il y a maintenant des CDD qu'on appelle des CDD de reconversion. Donc ça, avec France Travail, Cap Emploi et tout ce qui va avec, eh bien, ils peuvent mettre en place les choses et nous accompagner. J'ai envie, en fait, à la fin à ce stade, de vous partager, en fait, un échange que j'ai eu avec un agent à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, à l'époque où je me suis retrouvée sur le marché du travail. Et ce monsieur, vraiment, m'a rendu un super service. J'ai appelé, c'est une plateforme. J'avais besoin d'un renseignement et le monsieur m'a dit à la fin de la conversation, Madame, c'est grâce à vous que nous existons. C'est grâce à vous que nous avons du travail. Alors, soyez exigeants, demandez ce que vous avez. Si vous savez déjà ce que vous faites, donc si vous venez à France Travail en disant je veux être analyste expert de l'accessibilité numérique, je veux que vous m'accompagniez pour mettre en place les choses afin de le devenir, eh bien, là, vous posez votre exigence et vous ne subissez pas un chemin
qu'il a tracé pour vous parce qu'il a pensé que c'est ce qui est bon pour vous. Et donc, franchement, ce monsieur, quand il m'a dit soyez exigeant, moi, je l'ai vraiment appliqué. Et autant vous dire, c'était pas facile pour mon conseiller à l'époque parce qu'il ne doit pas être habitué à ça. Mais franchement, après, ça s'est super bien passé. Et donc, vraiment, prenez-les comme des alliés. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, si à la fin là, de cet échange qu'on a aujourd'hui, euh, vous répondez à la question et pourquoi pas moi, et que l'un d'entre vous dit et oui, pourquoi pas, la première étape, moi je vous dis, allez-y, toquez à la porte de France Travail, positionnez-vous en tant que demandeur d'emploi et demandez ce dont vous avez besoin pour vous accompagner jusqu'à la réalisation de ce projet. Parce qu'avec Cap Emploi en plus, la recherche de partenaires peut être facilitée. Voilà. Est-ce que je peux intervenir? Merci. C'est Albert, hein. Bonjour Albert. Bonjour. Alors, c'est excessivement intéressant cet exposé et ces échanges. C'est vrai que ça part dans tous les sens, mais d'une manière tout à fait sensée, logique. Cela me rappelle, je suis retraité, hein, et cela me rappelle un passé professionnel. J'étais webmestre du site internet de la Banque de France et à plusieurs reprises, enfin pas très fréquemment, hein, mais nous avons été amenés à rénover le site, à le revoir entièrement. Et à l'époque, il y a 20 ou 30 ans, eh bien, nous avions pensé aux personnes déficientes visuelles. C'était sans doute au début des nouvelles normes qui étaient recommandées, voire imposées. Et nous avions trouvé, par nos propres moyens, un contact auprès de Disney, une personne aveugle qui était très ouverte, enfin, qui réagissait très très bien. Donc on a appris beaucoup de choses, mais c'était en quelque sorte une démarche d'amateur. Mais c'était bien d'avoir le souci à cette époque-là. Ah oui, Nous sommes passés par des maisons d'audit parce que on commence toujours par faire un audit pour ne pas se voir imposer des normes par n'importe quel installateur de site ou développeur de site. Il y a eu à de nombreuses reprises des difficultés, voire des conflits entre grandes directions générales. C'est ce qu'on retrouve sans doute dans toutes les entreprises. C'est que des gens qui n'y connaissent d'ailleurs souvent absolument rien, ce sont leurs secrétaires, quand on a affaire à des directeurs généraux, les secrétaires qui ouvrent les ordinateurs et qui manipulent pas mal de choses. Mais malgré tout, ils veulent émettre un avis qui relève bien souvent de l'esthétique, hein, et d'une apparente facilité d'accès aux informations. Et tout ça, c'est extrêmement pénible pour les personnes qui doivent conduire un tel projet. Mais j'ai rencontré des développeurs qui étaient très très coopératifs, qui comprenaient bien les situations, et je pense que ça a dû évoluer. Alors tant dans les sites pour les sites bancaires que pour les musées ou les parcs d'attractions tels que Disney ou Astérix ou autres. Effectivement, j'ai connu aussi, c'était dans un autre domaine, c'était la recherche documentaire. J'ai été responsable aussi d'un centre de documentation et en relation avec la Bibliothèque nationale de France et bien d'autres bibliothèques. Où nous avions ce qu'on appelle un club d'utilisateurs quand on était volontaire pour tester des nouvelles outils et des nouvelles applications pour mieux gérer les stocks. Donc tout ça, ça rejoint bien le souci qui est évoqué et puis cette ouverture possible pour des personnes déficientes visuelles ou aveugles. Et c'est important d'avoir un contact avec de réels utilisateurs et non pas ce qu'on ah, imagine ah, dont tout à ils vont fait. avoir Tout besoin. à fait. Donc là aussi, c'est bien de pouvoir de permettre qu'il y ait des stages qui soient faits en entreprise, de les intégrer pendant quelque temps et puis de les écouter. Et ça passe. Alors certes, au départ, ce qui est fondamental, là, ça rejoint aussi les comment
les orientations qu'on peut avoir en termes de recrutement, c'est la motivation de base de la personne, quel que soit son niveau, mais c'est tester ses capacités et surtout ses motivations, euh, parce qu'après on peut développer des talents qu'on Ah, complètement. ignore, Complètement. et je trouve ça excellent. Ce que les recruteurs, ce que j'avais noté, c'est un petit peu annexe, mais c'est important de l'évoquer. Les recruteurs recherchent surtout des gens qui sont adaptables et disponibles, qui vont pas dire moi je veux bien travailler, mais tel jour ou machin, enfin imposer des conditions. Et ça c'est important aussi. Donc revenir à la base, oui effectivement sur la motivation, les centres d'intérêt. Ensuite trouver un financement pour assurer une formation, c'est incontournable, et avoir minimum une certification, parce qu'on entend parler dans bien des domaines actuellement de certification, et s'il faut que ce soit du très sérieux, parce qu'on devrait même parler plutôt de diplôme. C'est comme ça en Occident, hein, enfin ou en En Europe, Europe, oui. en tout cas en France, c'est le minimum. Et c'est parfois regrettable, mais bon, d'un autre côté, ça évite toutes les dérives, parce que moi, je suis plutôt maintenant dans un domaine de soins, de santé, où tout le monde s'improvise dans n'importe quoi, Ah, tout à fait. avec des attestations de participation à des formations, C'est ça. et ce n'est pas toujours crédible. Alors Et après, avec des stages d'application, Ah ouais. pardon. Alors, il y a Anissa qui voulait intervenir et ensuite on a Alan aussi qui a levé la main. alors, Mais D'accord. juste un moment pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Albert. Ça y est, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Non, bah, j'ai oublié. Mais en fait, en gros, ce que j'avais aussi envie de rajouter, oui, tu as complètement raison. Il y a la motivation. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir envie de le faire, mais c'est faisable. Et tu parles de certification. Oui, en tout cas en France, c'est vraiment quelque chose qui est un plus que nécessaire. Mais en même temps, c'est aussi ce qui va nous distinguer des testeurs bénévoles. Et ça va nous Oui. apporter une vraie crédibilité parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Euh, les associations, dans leurs actions, font appel à des bénévolats, alors que dans d'autres pays, ils cherchent vraiment à professionnaliser ce rôle de testeur. Et c'est là qu'on va être... moi, je suis convaincue que dans les années à venir, on va aller vers ça, parce que la chance, justement, qu'on a, comme tu dis, c'est qu'on n'a pas besoin de faire semblant. En fait, on sait réellement, on va dire, un testeur voyant va simuler l'utilisation avec vos sauveurs et s'imaginer qu'il ne voit pas. Nous, on n'a même pas besoin de faire ça. On voit peu ou on leur en voit pas. Et donc ça, c'est vraiment la légitimité qu'on a. En plus de ça, c'est vraiment notre quotidien. Donc oui, en fait, pleinement, je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu dis. Oui. Bon, ben, je laisse la parole, je ne veux pas la monopoliser, hein. Euh, En tout cas, je terminerai peut-être tout simplement en disant que ce qui est fondamental, c'est de savoir se mettre à la place de l'usager de base, et qui est mieux placé que les personnes en situation. Malheureusement pour elles, hein, c'est regrettable, mais bon, c'est pas en se voilant la face, en occultant la vue, parce que ça, je l'expérimente de temps à autre, ne serait-ce que lors d'une réunion ou lors d'un déplacement. Ça pourrait paraître un petit peu comme un jeu, mais je suis désolé, il faut se mettre véritablement en situation de devoir prendre un billet de train, de devoir réserver un billet pour un concert, un musée ou je ne sais quoi. Enfin, vous savez mieux que moi, les personnes déficientes ou aveugles, ce qu'il en est. Et ça, c'est important. Lorsque j'étais en activité aussi et que j'avais un texte délicat ou des instructions importantes et délicates à diffuser auprès du personnel, eh bien, je testais une proposition de texte afin de savoir si tout le monde comprenait bien, quelle que soit la personne. C'est pas en imposant son point de vue. Et pour les sites internet,
J'ai vécu des situations extrêmement pénibles, extrêmement difficiles pour modifier la conformité là, d'un site, surtout avec des décideurs de haut niveau. Il faut savoir expliquer en toute simplicité et convaincre, parce que sinon pour eux, ça peut paraître pour certaines personnes superflu. J'avoue que j'ai eu une très grande écoute. Et c'est aussi, il faut savoir être convaincant quand on est chargé d'un projet, et c'est important donc que les personnes qui vont se former soient ensuite intégrées dans des maisons d'audit ou chez des développeurs et qu'elles se fassent connaître auprès de différents développeurs, parce que oui, effectivement, il y a toutes sortes d'organismes. Oui, oui, si je peux me permettre. Effectivement, Nadia, bah, tu as, un petit peu avancé mes propos dans le fait que effectivement aujourd'hui, on entend beaucoup, on est beaucoup sollicité par des associations, par des institutions, par des entreprises bah, par exemple la MDPH qui aujourd'hui veut savoir si son site est accessible. Moi, j'ai été sollicitée et d'autres, hein, bien sûr, pour utiliser le site, naviguer sur le site, pour savoir si c'est accessible et dans quelle mesure ils pourraient le modifier pour le rendre le plus accessible possible. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, merci de nous parler de ce métier. Parce que honnêtement, je pense que ça pourrait ouvrir les horizons de beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui participent à beaucoup de tests en tant que bénévoles, sans savoir que ce métier existe. Mm. Et donc, je tenais à te remercier pour ça. Ben, je t'en prie. Je t'en prie. Alors, on avait Alan qui avait une question et ensuite on a Maïmouna aussi. Vas-y, Alan, tu peux parler. Alors, du coup, moi, j'avais une question et enfin, du coup, un point du coup, à soulever concernant les formations. Donc, déjà, pour le petit point que je voudrais soulever, c'est par rapport à la durée des formations. Je trouve que c'est une bonne chose que les formations soient courtes. Parce que, bah, effectivement, en fait, des formations par rapport au DV, il y en a pas mal, même en informatique. Il y en a un peu à Forja, Guino, AVH, tout ça. Mais c'est des formations qui sont, qui durent longtemps. Ça va de 9 à 18 mois, je crois, pour Oui, certaines. oui. Et comme tu as dit, c'est pas tout le monde aujourd'hui, en fait, qui veut partir sur des longues études pour avoir un métier. Donc, ça, déjà, c'est un point que j'ai soulevé. Franchement, c'est vraiment bien qu'on soit sur des petites formations à courte durée. Et la question que j'avais, Mhm. par rapport au freelance, en fait, qu'est-ce que c'est le freelance plus exactement? En des mots très simples, c'est que tu travailles pour ton compte. Donc, tu n'es pas salarié, tu es auto-entrepreneur et tu proposes tes services en tant qu'expert en accessibilité. Et donc, au lieu d'être, soit tu es payé au forfait, donc tu dis alors pour analyser, là je dis, je connais pas les coûts, hein, d'accord, je connais pas les tarifs, mais pour analyser votre site internet, je vous facture 1 000 euros. Ou alors, à chaque heure passée là-dessus, je vous facture tant d'euros l'heure ou tant d'euros la journée. C'est plutôt à la journée, tu vois. Donc, et c'est là un peu à faire un pont avec ce que disait Albert tout à l'heure. Oui, quand tu es salarié, tu as plutôt un minimum d'heures et des jours de figés, alors qu'à l'inverse, quand tu es freelance, c'est plus compliqué d'aller chercher les contrats parce que c'est du travail que tu dois faire en plus, donc trouver tes clients, mais en même temps, tu as un peu plus de liberté pour définir ton planning. Par exemple, tu peux travailler à mi-temps, par exemple. Donc, si tu es freelance, tu travailles. C'est toi qui choisis, hein, tu vois. Tu peux dire, en fait, je suis chez mon client ou je travaille pour mon client du lundi au mardi. Et puis, je vais prendre un autre client de tel jour à tel jour. Ou alors, cette semaine ou ce mois-ci, je vais travailler pour un tel. Et le mois prochain, je prends un tel. En fait, c'est une organisation qui est la tienne. Mais il faut que tu t'entendes et que ça corresponde bien au contrat que tu as choisi avec ton client. Là, par contre, parce que je suis dans cette position-là dans mon activité,
La difficulté, c'est d'aller chercher les clients. Sauf si, bon là on va pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu technique, mais sauf si tu es sur des solutions de portage où du coup tu es un peu une espèce de salarié pour une entreprise, pour un cabinet qui va te placer ailleurs, tu vois, qui va te placer chez BNP Paribas, chez Crédit Agricole, ou voilà, ou la Banque de D'accord. France. Et tu peux être les deux aussi, Nadia. Tu peux être tout à fait les deux, tout à fait, Un temps partiel en tant que salarié et un temps partiel en freelance. tout à fait. Maimouna, tu avais Oui, une j'ai une question? question. On m'entend là, c'est bon? Est-ce que vous l'entendez? Oui, Oui. d'accord. En fait, ma question, c'était par rapport, pour devenir analyste, tu as dit il y a des tests à faire, il faut souvent tester soi-même. Est-ce que il y a un tableau de critères de comment mieux tester? Par exemple, pourquoi je dis ça? On peut tester l'accessibilité, mais je me dis aussi il faut tester le timing d'avoir accès. Par exemple, tu peux aller sur le site de la SNCF et arriver à acheter ton billet, mais peut-être que tu vas mettre 3 heures au lieu d'une personne lambda qui va le faire en une demi-heure, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a ce critère de timing qui joue sur les tests d'accessibilité? Alors, c'est là, si tu veux, ta question est très pertinente parce que c'est là justement que ça vaut le coup. Si tu as besoin de structurer, parce que tu as besoin de le faire, d'être accompagné pour structurer tes tests, c'est là que les 2 jours de formation pour tester les applications, l'accessibilité de sites web ou mobile que propose Demesis est vraiment pertinente. Parce que là, ils vont te donner une espèce de, comment on dit ça, de feuille de route pour tester les sites. Et voilà. Donc là, oui, si tu as besoin de structure, bah alors là, franchement, va vers les formations. Et comme dit Albert, on est en France. Et donc, les certifications, les diplômes, ça a une vraie valeur. Et justement, je ne vous ai pas parlé de ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment important à noter, surtout pour les personnes anglophones. Mais dans le monde anglo-saxon et surtout aux États-Unis, ils sont très structurés. Et il y a des associations comme Blind Institute of Technology. Donc, ils proposent un parcours de 10 semaines. Ils l'offrent gratuitement à tout DV, même qui ne sont pas aux États-Unis, mais dans le monde entier, une formation gratuite pour devenir analyste expert de l'accessibilité numérique. Et donc, le prérequis, c'est la langue et la maîtrise absolue de l'outil d'accessibilité qu'il utilise, donc VoiceOver, JAWS ou autre. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu sois anglophone. Et Ce serait excuse-moi. Je disais, ce serait une formation en présentiel? non, c'est en distanciel. Et donc, ils ont aujourd'hui en tout cas, en ce moment en tout cas, ils ont 4, comment on appelle ça, 4 sessions dans l'année. Donc la prochaine, elle est en août, et puis la suivante aura lieu peut-être vers le mois d'octobre, novembre. Et ça dure 10 semaines. Tu as un référent, et la chance qu'il y a, c'est que, tu vois, c'est une vraie logique de bout en bout. Et donc, tu as un référent unique, un référent pédagogique qui va te suivre. Donc, c'est des cohortes de 10 à 15 étudiants. Mais c'est tout en distanciel. Et dedans, il y a aussi une phase de stage, mais les stages, pour l'instant, ne sont ouverts que pour les Américains. Et donc, si, par exemple, on suppose que nous sommes 3, 4 intéressés par ça, eh bien, ils sont OK pour chercher des partenariats si on les met en relation avec des entreprises pour pouvoir réaliser les stages. Donc, si ça intéresse quelqu'un, c'est pour ça que j'en parle, eh bien, qui n'hésite pas à revenir vers moi pour que je partage les coordonnées, les contacts, et puis on voit comment on coordonne ça. Mais le prérequis, c'est la langue et la maîtrise des outils d'accessibilité. Mais c'est super chouette quand tu vois que c'est gratuit, alors que nous, pour faire ça, il nous faut au minimum 4 500 €. Tu vois, ça donne envie si tu as la maîtrise de la langue. Ouais, c'est ça. Et juste une question, Nadia aussi, concernant les formations dont tu nous as parlé, de 2 jours et de 5 jours, ainsi que la certification. Du coup, elle est accessible DV. Toi, toute personne. Ah ben, ils ont intérêt. Ils Public. ont intérêt. Oui, oui, oui.
déjà, tu sais, justement, ces structures de formation, si à la base, ils ne le sont pas, eh bien, déjà, ils ne peuvent pas te refuser parce que tu as un handicap, quel que soit ton handicap. Ils doivent ils doivent pouvoir t'accueillir. Et donc, si tu ne peux pas rentrer à la prochaine séance, à la prochaine session parce qu'ils doivent mettre en place des outils de compensation ou une organisation, eh bien, ils vont devoir le faire. C'est pour ça, si tu veux, que ce que propose cette association aux États-Unis est top parce que c'est full accessible DV. Ok. Donc, faut faire une formation en anglais d'abord et après, il y a le... Oui, c'est ça. Sachant que vraiment, si on est nombreux, et ça, il faut qu'on l'étudie, si on est quelques-uns, enfin, je n'ai pas le nombre, hein, on n'a pas discuté jusque-là, ils sont OK pour voir comment on peut traduire les supports de formation. Par contre, parce qu'en fait, il y a une plateforme où tu vas faire des exercices. C'est une semaine sur deux, tu vas à classe, et dans l'autre cas, tu as comment ils appellent ça, du travail de groupe. Et dans le reste du temps, il y a beaucoup d'exercices personnels à faire parce qu'on insiste beaucoup sur la pratique. D'accord? Et donc, là-dessus, tu dois être autonome, mais tu as un référent unique. Donc, toute cette phase-là, ils sont OK pour étudier la traduction dans la langue, mais après, la certification, comme ça se fera sur le modèle américain, ça sera en anglais. Donc, si on va jusqu'au bout, on peut décider de s'arrêter là et faire la certification chez nous, ce qui est aussi envisageable. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être construit. S'il y a une association qui a envie de se lancer en partenariat avec eux, franchement, ils sont vraiment ouverts. Il y a Alan qui voulait intervenir. Tu peux parler, Alan. Je crois que je suis déjà intervenu, je crois. Ah, ok, c'est juste que j'ai pas. Ok, enfin, je crois qu'il faut que j'enlève en fait, parce qu'il y avait toujours le bout de la main. Désolée. C'est juste qu'il faut que je fasse baisser la main. Et bah, j'en profite. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? N'hésitez pas. Sachant que si vous avez essayé de parler avant, peut-être que vous étiez en micro coupé. Je peux prendre la parole? Ah bah, j'allais juste poser une petite question. Non? Alors, j'écoute. Je sais pas si tu m'entends. J'allais juste te demander en fait, donc en anglais, oui. Par contre, en fait, quand on a des sites, souvent, on n'arrive pas à refuser tu vois, tout ce qui est cookies. Il y a bien le bouton accepter, mais refuser et fermer. Pas toujours. Pas. Enfin, fermer peut-être, mais refuser, c'est vrai que c'est pas toujours. Hein. Oui, le bouton, en fait, on le trouve jamais. Donc, c'est vrai que c'est embêtant là-dessus. Et après, pour les sites, enfin, je veux dire, pour la formation en elle-même, euh, c'est beaucoup en anglais, ma question. Enfin, parce que je parle Oui, un peu anglais, je traduis. c'est vraiment 100% en anglais. D'accord, merci. Albert, je te laisse la parole. Merci. Merci. Oui, je voulais simplement ajouter que l'anglais est incontournable, puisque maintenant, même dans les CV, je crois savoir qu'on n'a plus à indiquer qu'on parle l'anglais, ça va de soi, c'est même plus une seconde langue. C'est peut-être regrettable. Moi d'ailleurs, je suis pas très doué en anglais. Enfin bon, euh, euh, on pourrait peut-être par la suite demander avec Memouna à Florent ce qu'il en pense, parce qu'il fait de la radio amateur. Et je lui ai demandé comment il communiquait, dans quelle langue, et il m'a parlé de l'anglais aussi. Je crois que là encore, on revient à la motivation. C'est ce que j'ai noté moi-même dans ma carrière, c'est que quand on est motivé, tout va Tout est tout faisable. seul, même si ça, même si on nous passe. D'ailleurs, nous les Français, on a tendance à faire plein de complexes, voilà en premier. Pour parler, mais après ça peut s'oublier très vite et on peut progresser très très bien. Et puis bon, c'est souvent aussi le même vocabulaire qui revient. Je me souviens moi d'avoir eu des frayeurs terribles quand il y avait des rencontres internationales, tout en langue anglaise, et on n'osait pas prendre la parole. Donc il faut passer cet obstacle, mais c'est bien d'oser le dire, d'oser en parler.
Justement, il faut lever tous les obstacles auxquels on peut penser, les complexes qu'on peut avoir, Oui, oui. et retrouver la confiance en soi. Ça, c'est important. Ça nous ouvre à plein de développement. Et oser aussi explorer, expérimenter, rencontrer des obstacles, parce que bah, tout n'ira pas forcément tout seul quand on fait des démarches. On peut se décourager à certains moments, voir que toutes les portes ne s'ouvrent pas. Mais la personnalité, on le voit bien dans les relations que nous avons les uns avec les autres ou en dehors de l'association. Ben, il y a des gens qui arrivent à nous entraîner, à convaincre, ou on arrive soi-même à emmener des gens. Donc il faut y croire. C'est pas toujours facile, mais c'est bien, c'est un challenge. Oui, alors Oui. Florent, bah, je lui recommanderais d'écouter l'enregistrement et de nous faire part de son avis, puisqu'il est dans le domaine informatique, Eh il ben, donne des super. Ah oui, formations à avec Paris. plaisir. Oui, ça Oui, serait. Florent, en fait, oui, c'est radio amateur, tu sais, ça marche avec des codes. En fait, tu peux faire aussi c'est des codes aussi, tu vois. Parce que j'ai beaucoup un petit peu fait. C'est un peu comme la CB, tu vois. Sauf que c'est avec. Voilà. Excusez-moi. Et c'est là, en fait, tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, Albert, que vraiment, moi, je recommande de vraiment se rapprocher de Cap Emploi et France Travail, parce que peut-être, justement, si dans ton parcours de formation, ton prérequis est que tu dois maîtriser l'anglais, ils peuvent aussi financer ce genre de formation. Donc, vraiment, il faut prendre ces structures comme des vrais alliés, mais il ne faut pas attendre, en fait, qu'ils te proposent quelque chose, c'est à toi de demander ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et là, c'est efficace. Alors, on a Alan qui a levé la main. Cette Euh, fois-ci, je crois que c'est oui, c'est bon. ça. Du coup, moi, ma question, c'était de savoir, en fait, par quelle formation commencer parmi ces deux formations, donc celle de 2 jours et celle de 5 jours. Du coup, donc, il vaut peut-être mieux commencer par... Alors, dans l'ordre, donc toi, tu maîtrises, si je parle de toi, tu maîtrises bien tes outils de compensation. Là, il n'y a pas sujet, tu n'as pas besoin de faire quelque chose dessus. La prochaine étape, c'est de passer d'abord par la phase de test, puisque une fois que tu maîtrises, tu dois d'abord développer tes compétences de testeur. Et donc, tu peux faire la formation de 2 jours, la formation de 2 jours pour tester les applications, l'accessibilité des applications et des sites Internet. Et ensuite, quand tu auras, te presse pas, développe bien, pratique bien. Une fois que tu as bien pratiqué, là, tu te formes à l'audit d'accessibilité des sites et des outils. D'accord. La formation de 5 jours, c'est ça qui te permet de te former L'audit, aux outils, je crois, c'est ça? non, la Ah, de- formation c'est un jour, c'est l'audit. Ok, D'accord? 2 jours, c'est les tests. Et cinq d'accord, jours, c'est l'audit. d'accord. Donc, c'est là où tu apprends les normes. Le parallèle, la mise en parallèle avec les normes. Ok, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux maintenant. Oui, et en général, quand on fait un audit, ça aussi, ça a beaucoup évolué, hein. Moi, j'ai connu des époques où on se faisait relever par l'inspection quand on n'appliquait pas les règles internes à l'entreprise. Mais désormais, quand on fait un audit, non seulement on relève les anomalies, les défauts, mais on fait des On propositions. fait des recommandations. Euh, Tout à des fait. recommandations, voilà, c'est ça. Et la fois suivante, bah, l'audit, il vous allume si ça n'a pas été appliqué. Donc c'est tout à fait sensé, c'est extrêmement constructif, hein. Moi je trouve ça extrêmement enrichissant et oui, valorisant à la fois pour l'entreprise, le personnel, enfin pour tout le monde, hein. Ouais. Super. Bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On avait Maïmouna qui avait une question ici. Oui, en fait, c'était 2 questions, parce que une première question, est-ce que, Nadia, tu as analysé un peu les perspectives salariales en tant que, sur ce poste-là, si la personne est en entreprise, côté Europe, côté France, voilà. Est-ce que tu as des idées, de notions de salaire s'ils sont en poste dans ce genre de structure de poste, sur ce poste? Alors, c'est vrai que sur les sites, sur les offres d'emploi, il n'y a pas beaucoup d'indications salariales. Je vais quand même sur la pointe des pieds quand je dis ça, mais un débutant,
s'oriente à peu près entre 2000, 2200 euros jusqu'à 2800 euros brut par mois. En tant qu'analyste, je ne parle pas du testeur. Le testeur, on doit être dans les 1800 à 2002, je pense. Et en tant qu'analyste, tu es entre 2002 et 2008. Mais après, ça dépend dans quelle structure tu intègres, quel est ton portfolio aussi, comment tu l'as enrichi, enfin tout ça. D'accord. Et puis en plus, comme on disait tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié cette remarque que tu as fait, Albert. L'anglais, si en plus tu parles anglais, tout ça, c'est un plus pour toi en fait. Tu vois, donc c'est vrai que si ça permet, enfin, si le projet d'exercer un métier te motive à apprendre l'anglais, en fait, t'as tout gagné en fait. Oui. Juste une question, est-ce que tu t'es pris sur les offres d'emploi et du coup, est-ce qu'il y a il y a de la demande dans ce domaine? Oui, sur l'accessibilité, il y a de la demande. Ce qu'il faut faire attention, c'est que il y a, chaque entreprise a à peu près, comment j'appellerais ça, des libellés de postes différents. Mais si tu regardes ensuite le contenu de l'offre, oui, tu en as quand même quelques-uns. Tu en as quand même quelques-uns, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça va vraiment aller en croissance, surtout grâce à ce qu'a fait les associations, là, en mettant, en assignant en justice les grandes enseignes. Eh bien, c'est une première en France, et ça va faire bouger des choses. C'est ce qui se passe. Tout à fait. C'est le métier Eux, ils sont très dans le juridique. Donc, tu as le respect des normes, tu ne le respectes pas, tu es attaqué en justice. Donc, ils en ont peur de ça. Nous, on commence à être dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette démarche d'accessibilité, elle n'est pas encore assez mature, elle n'est pas encore assez structurée comme ce qu'il y a dans d'autres pays. Mais justement, c'est pour ça que c'est bien d'en parler maintenant pour nous préparer et être au rendez-vous lorsque, voilà, tu vois. Tout à fait. Oui, et C'est l'avenir. ouais. Et j'entendais à la radio ce matin que ce ne sont plus seulement les personnes âgées que de manière ironique on disait ne pas être toujours capable d'exploiter le web aisément, notamment pour les déclarations d'impôts, c'est à ce propos. Maintenant, on rencontre aussi les jeunes gens, des personnes beaucoup plus jeunes. Donc tout ce qui est amélioré par la démarche dont on vient de parler est bénéfique pour toute entreprise, ça simplifie et c'est extrêmement important. Oui, ça fait gagner du temps, tout à fait. Très bien. Si on n'a pas d'autres questions, est-ce que on peut se séparer là et peut-être, si vous êtes OK, c'est faire un tour d'horizon et si chacun peut partager un mot de ce qu'il a ressenti à l'issue de cet échange, ben, ce serait chouette. Bah, ouais. Moi, je dirais, si je peux commencer, moi, je dirais que ça me redonne un peu d'espoir quant à, comment ça s'appelle, quant à la réinsertion professionnelle. Ouais, et tu vois, ce qu'il y a, et c'est ce que moi j'ai adoré quand j'ai creusé ce sujet à mon époque, lorsque je cherchais un, un métier, un autre métier, c'est qu'en fait, c'est l'un des rares domaines où notre contrainte, notre limitation, notre handicap est une vraie force. Et ça, c'est extraordinaire de penser à ça, en fait. En plus, il ne faut pas se faire remplacer par l'IA. L'intelligence artificielle Très, va très bonne, remplacer beaucoup de choses. C'est ça le problème aussi. Donc, très bonne là, question. c'est que Alors, personne ne peut, une personne autre que nous ne peut savoir comment ça se passe dans les sites. Donc, c'est, enfin, vous voyez, parce que par exemple, l'anglais, bah, il y a l'IA qui traduit. Donc, voilà, tous les métiers un petit peu tentent à disparaître. Et du coup, ça s'offre, voilà, un nouveau secteur. Alors là, tu pointes du doigt quelque chose d'important et c'est chouette que tu l'abordes parce que oui, justement, alors l'IA, comment je peux dire? L'IA, grâce à l'IA, il y a des tests en masse d'accessibilité. Donc, il va dire tel bouton fonctionne, tel lien fonctionne, voilà, tu vois, il va faire ça. Par contre, il ne peut pas remplacer l'humain
par rapport au ressenti qu'il y a, tu vois. Donc, c'est trop complexe, donc du coup, j'abandonne. Ça, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas simuler le ressenti de l'humain. Et là, nous, justement, enfin, en tout cas, pas aujourd'hui, et ils ne sont pas prêts de le faire. On a quand même encore un avenir devant nous avec dans ce domaine pour que l'IA ne vienne pas remplacer intégralement. Justement, ça vient en complément de l'IA parce que l'IA ne peut pas le faire. Tout à fait. Il n'y a que nous qui pouvons voir en fait ce qu'on vit. Ouais. Alors, si tu veux bien, puisque tu as pris la parole, donner ton mot de la fin, ce serait top. Pardon? Qu'est-ce que tu as envie de dire là à la fin de cette... avant de nous séparer, si tu avais un mot à dire, ce serait quoi? Très intéressant. Ça fait en 2 mots, parce que sinon, c'est trop long. C'est très intéressant justement parce que ça donne voilà, des pensées pour savoir ce qu'on veut, comment ça se passe. Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, on écrit aux développeurs, vous voyez, mais bon, bah, on ne sait pas qu'est-ce que ça devient. Par exemple, moi, j'ai écrit pour SNCF Connect. À un moment donné, ils ont fait le site complètement inaccessible. C'est-à-dire, tu peux même pas trouver ton train de départ, ton train d'arrivée. À un moment donné, là, pendant la mise à jour de iOS, c'était une galère, en fait. Donc, je leur ai écrit. Bon, ils ont changé un peu les choses. Et j'ai l'impression que après, je suis pas dans le métier, mais c'est vrai que quand on écrit, quand on leur dit, et j'espère qu'ils font un petit peu changer. Et aux États-Unis ou en Angleterre, et ben, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Tout est accessible. Enfin, tu t'en veux pas d'être aveugle, Ils sont quoi, en avance, là-bas. voilà, ils sont en avance, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ils sont vraiment en avance, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. À qui tu passes la main, du coup, pour le mot de la fin? Je sais pas, Anissa, tout le monde. J'en étais sûre. Moi déjà, je te le dis encore, merci. Vraiment merci parce que tu nous as, comme dit Alan, donné un petit peu de l'espoir sur la possibilité de pouvoir se réinsérer et de trouver un métier, justement, qui ne demande pas trop de prérequis et qui utilise notre quotidien, quoi, qui, en tous les cas, qui fait de notre quotidien notre force. Donc, voilà, merci. Je t'en prie. Du coup, à qui tu passes la main, Anissa? Elle est avec moi. Déjà, pour moi, c'est une découverte de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, comme il le dit, ça permet de communiquer sur tout ça à d'autres personnes qui sont dans la même situation, un peu en train de se chercher, qui ne trouvent pas leur voie. Pourquoi pas? Parce que c'est comme vous le dites, c'est dans notre quotidien. On le fait tous les jours, on va sur les sites, on va sur les applis pour chercher telle ou telle chose. Donc, voilà, c'est une perspective très, très intéressante pour les déficients visuels. Super, et quand tu dis ça, tu vois, par exemple, si parmi les personnes que vous accompagnez, vous avez des développeurs web, eh bien, il va vraiment gagner en puissance s'il va aussi rajouter cette casquette d'expert en accessibilité. Et donc, lui, il n'a même pas besoin de passer par la phase de test, il va directement pouvoir passer à l'audit d'accessibilité. Et donc, du coup, ça rajoute en fait quelque chose de supplémentaire et c'est une évolution dans sa carrière qui est faisable. Je peux juste rajouter un dernier mot, mon dernier mot. Hein. Ce sera mon dernier mot, je te le promets. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, ça. Mon dernier mot, Nadia, c'est hâte d'écouter le prochain webinaire pour nous faire découvrir un autre métier. On s'en reparlera. On a Jenaba et Samba, je crois. Hein. Et qui d'autre? Il y a qui d'autre? Mais elle est partie. Elle est partie? Ouais, d'accord. D'accord. Et il y a Samba. Samba, ok. Samba, tu peux parler? Ok, il a coupé son micro. Ouais, pour l'instant, le micro est coupé. Ah, donc tu es parti. Moi, je peux pas, je peux muter les gens, mais je peux pas les Il aurait entendu son. Je crois que je peux faire une demande de réactivation. Après, peut-être qu'il y arrive pas. Oui. Non. Ah, c'est bon. Ouais, écoute, j'ai bien écouté. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai bien écouté, ça a l'air intéressant.
Ouais, Franchement, hein, franchement, ça donne l'espoir, ça donne qu'on peut faire quelque chose. ah oui, c'est vrai. Et on peut faire quelque chose, on peut On faire peut plein faire de quelque choses. chose, ouais, ça donne l'espoir. Franchement, j'ai bien écouté, franchement, impeccable, quoi. En fait, ce que disait aussi Albert tout à l'heure, c'est Hmm. qu'il y a la motivation, mais Il y a aussi, la motivation, c'est ça. voilà, il faut savoir déjà se dire qu'on ne peut pas faire tout seul, Hmm. DV ou pas DV, hein, Ouais. mais il faut être bien accompagné. Quand on est bien accompagné, qu'on a la motivation et l'envie, eh ben, Hmm. le champ des possibles est vaste. Ah, c'est ça, franchement. Bon, Alors, pour Et hein? merci beaucoup. Écoute, merci, hein. Merci à nous tous, merci d'avoir Merci à été vous là. Et tous. puis, Juste, ouais, je voudrais juste dire quelques et mots. Albert qui n'a pas dit son dernier mot. Alors, oui, je voudrais dire que au regard de l'IA, qui est extrêmement utile dans bien des domaines, sans qu'on en abuse, c'est extrêmement important de retrouver l'humain, le discernement de notre propre discernement, notre souveraineté en quelque sorte, notre liberté et ne pas dépendre de tas de technologies. C'est important d'être dans le ressenti. On a parlé de ressenti. Ça déborde peut-être un petit peu du sujet, mais c'est bien à recentrer tout cela. Et je voudrais insister aussi sur la qualité des présences aujourd'hui. C'est pas pour vous flatter ou pour nous Ah, mais flatter, c'est vrai. mais je pourrais citer quelques exemples. Ben, l'exemple d'Anissa, qui est un élément le moteur essentiel et qui entraîne les gens, qui les fait sortir de leur coquille. Et puis Alan, histoire de rigoler, je veux te dire, Alan, que à chaque fois que tu téléphones et que Edith t'entend, parce que je mets le haut-parleur, elle me dit, ah, c'est Alan, elle aime bien ta voix, elle aime bien ton esprit positif et ton ouverture du cœur pour tout le monde. Et puis, bon, bah, surtout notre intervenante, Nadia, c'est une excellente présentation, un bon entraînement et c'est enthousiasmant. Donc ça, c'est important de rétablir aussi ces présences. Moi, j'étais un peu dubitatif par rapport au contact que l'on peut avoir via Internet. J'étais surtout partisan du présentiel. C'est le rêve, hein, de pouvoir se retrouver dans un local ou de se retrouver dans la nature, mais c'est pas toujours possible. Et puis ça pourrait exclure certaines personnes, au moins dans un premier temps. Et là, je trouve qu'il y a une belle présence. On a du mal même à se quitter, je crois. C'est Donc ça. je vous souhaite à tous une Oui. bonne fin de journée ensoleillée et que tout cela nous éclaire intérieurement. Et merci Albert, parce que tu as retiré, tu as pris mes mots. En fait, j'ai un super public et merci beaucoup parce que c'était un super moment. Merci à chacun. On se nourrit entre nous et c'est chouette. Je voulais dire merci, merci Nadia de nous avoir donné de ton temps. À nous tous. Eh bien, les amis, merci beaucoup. Merci Anaëlle. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une petite question, Alice Delta. Merci, Nadia. De rien, les amis. À la Ah bien, prochaine. j'ai une petite question. Oui. Au fait, est-ce qu'il y a il y a un lien des deux métiers, analyste, testeur, et les personnes qui font l'accessibilité des sites dans les entreprises? Oui, oui, oui. On parle de la même chose là. Ah d'accord, ok, d'accord. On parle de la même chose, sauf que si tu veux, Parce en que fait, la personne, elle le fait en général. il y a deux choses différentes. C'est que soit le site, enfin, la plupart des sites existent déjà. Et c'est cela, il faut les mettre en conformité. Soit quand tu crées des nouveaux sites ou des nouveaux outils, de nouvelles applications, avant de les publier, il y a obligation, ou de les rendre disponibles au public, il y a obligation de les mettre aux normes avant de les rendre, de les partager au grand public. Donc, oui, tu as les deux, mais on parle exactement de la même chose. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Je vous en prie, allez, ciao, bisous. Ciao. Bonne journée à tous. Ciao tout le monde.